la plateforme Cyclope. Donc à la fois les présentations, donc on vous remercie toutes vos présentations, tous les intervenants dans les différents ateliers, et puis les enregistrements. Voilà. Voilà, et puisqu'on en parle, je viens de mettre dans le chat le lien vers la plateforme Cyclope, qui est un peu la ressource essentielle, unique par rapport à tout ce forum et plus largement par rapport à l'économie circulaire dans la région. Mais Carole nous en parlera tout à l'heure, plus précisément. Voilà, donc il est 9h01, on va démarrer tout doucement, les participants continuent à arriver. Le temps qu'on fasse la présentation de cet atelier, les personnes auront le temps de se connecter. Donc bienvenue à tous à cet atelier du Forum de l'économie circulaire consacré à la réparation. Donc je suis Fabrice Bourriesno, je suis conseiller en développement durable à la Chambre de métier de l'artisanat de Haute-Garonne. Et donc c'est moi qui ai l'honneur d'animer un peu cet atelier. Alors je suis accompagné de Joël Courret. Joël Courret, bonjour. Bonjour Fabrice. Donc Joël, vous êtes représentant de FEDELEC, qui est l'organisation professionnelle nationale dédiée aux petites entreprises de l'électricité et de l'électronique. Et tout à l'heure, vous allez nous présenter deux actualités importantes sur le sujet de la réparation. D'abord, la mise en place d'un indice de réparabilité des objets, et ensuite la mise en place également d'un fonds de la réparation. Mathieu Champrigo, bonjour. Bonjour Fabrice. Donc Mathieu, mais tu es un collègue, hein, puisque tu travailles à la Chambre de métier de l'artisanat du Tarn. Tu es accompagné par Anne-Claire Notte. Donc Anne-Claire Notte, bonjour. Voilà, Anne-Claire Notte, vous êtes chargée de mission économie circulaire à la communauté d'agglomération de l'Albigeois. Tout à fait. Bienvenue dans ce webinaire. Et tout à l'heure, donc, avec Mathieu, vous allez nous parler du déploiement de l'opération Réparacteur sur le territoire de l'Albigeois. Voilà, du Grand Albigeois. Vincent Terraille-Novès, bonjour. Bonjour. Donc Vincent Terraille-Novès, vous êtes le 3e vice-président de Toulouse Métropole en charge de l'économie circulaire, des déchets et de la propreté. Vous êtes également le maire de Balma. Et vous allez nous présenter tout à l'heure la mise en place d'une prime de la réparation par Toulouse Métropole. Tout à fait. Et enfin, Carole Bernard, bonjour. Bonjour. Donc, Carole Bernard, on ne vous présente plus, puisque vous êtes l'une des organisatrices de ce forum. Voilà, et donc, vous allez tout à l'heure nous donner une information importante de la région, et puis quelques informations par rapport au déroulé de ce forum. Alors, c'est la troisième édition du forum de l'économie circulaire qui se déroule du 24 au 27 novembre. Donc aujourd'hui, c'est la dernière journée déjà, dans un contexte particulier, avec une forme particulière. Hein. Bon, tout a été dématérialisé, mais n'empêche, j'ai pu constater que entre la plénière et les différents ateliers, ce sont plusieurs personnes, centaines de personnes qui ont participé aux différents débats. Alors, cet après-midi à 14h aura lieu la plénière de clôture, avec une synthèse de l'ensemble des ateliers qui se sont déroulés dans la semaine. Je crois qu'il y a eu en tout 17 ateliers, si je ne me trompe pas. Donc avec des échanges extrêmement riches. En fin d'atelier ce matin, donc de cet atelier sur la réparation, nous répondrons à vos questions que vous pouvez déjà commencer à poser sur le chat. Donc voilà, on va relever au fur et à mesure vos questions et puis on essaiera d'y répondre en fin d'atelier, après les différentes interventions. Alors comme on est un petit peu nombreux, je vais vous rappeler les règles de bonne pratique, mais bon, vous êtes déjà rompu à l'exercice hein, après une semaine de webinaire. Donc petit rappel des règles tout simple, je coupe mon micro et ma caméra si je n'interviens pas, de manière à fluidifier les échanges. Et puis, donc je pose les questions sur le chat.
voilà, aux différents intervenants, où je peux aussi contribuer. C'est un atelier, hein, donc l'idée c'est que chacun puisse contribuer, apporter des idées, être constructif. Et puis quelques rappels également sur les bonnes pratiques de l'intelligence collective. Donc on écoute avec attention, on parle avec intention, de manière à être constructif, on est bienveillant bien sûr les uns avec les autres, on se fait confiance et on respecte le cadre de la réunion. Et enfin, pour terminer cette introduction, je vous informe donc que cet atelier est enregistré de manière à pouvoir permettre d'y assister en différé. Voilà, donc je vais laisser maintenant la place aux intervenants. Je vais afficher le diaporama. Voilà, j'espère que vous voyez le diaporama. Donc Joël Courret, donc je passe à l'introduction. Voilà, Joël Courret, je vous laisse la parole pour présenter donc l'indice de réparabilité et le futur fonds de la réparation. Bien. Je pense qu'on peut passer au slide suivant. Voilà, le slide suivant, ça va être pour dire qu'il existe deux coups de pouce qui sont en faveur de la réparation, qui sont nés relativement récemment, des réflexions autour d'une part de la feuille de route de l'économie circulaire. Si on pense à l'indice de réparabilité, ben, il est né justement pendant les travaux sur la feuille de route, et ensuite ce qui est sorti de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Alors, on va parler tout d'abord de l'indice de réparabilité. On peut passer au slide suivant. Voilà. L'indice de réparabilité, il consiste à exprimer les chances que l'on aura de pouvoir réparer plus tard un appareil et que l'on ait cette information au moment où on achète le produit. L'information du consommateur, elle est exprimée au travers de deux moyens de communication. Alors, le premier, on va passer au slide suivant, c'est le pictogramme que vous voyez là. C'est un pictogramme qui indique une note qui peut aller de 0 à 10. Le pictogramme change de couleur en fonction de la note. Les plus mauvaises notes seront en rouge, les meilleures seront en vert plus foncé. Voilà, il y aura tout ce dégradé de couleurs. Je vous dis de suite qu'il y a assez peu de chances que l'on voit des notes en rouge. Le système ne permettra sans doute pas, enfin les constructeurs se débrouilleront sans doute pour ne jamais être en rouge. Ensuite, il y a un deuxième moyen, parce que c'est bien d'avoir un joli pictogramme et une note, mais comment cette note a-t-elle été calculée? Donc, c'est le slide suivant. Et il permet de consulter un document qui, lui, permet de savoir comment cette note a été obtenue. Il récapitule les notes qui sont obtenues pour chacun des 5 critères principaux, à savoir la documentation, la démontabilité de l'appareil, la disponibilité des pièces détachées, le prix des pièces détachées et quelques critères spécifiques, comme, alors je vais vous en citer un que l'on verra sans doute dans l'électroménager et aussi sur les téléviseurs. Ça pourrait être par exemple un compteur d'usage qui a d'ailleurs été, indiqué dans la loi anti-gaspillage économie circulaire. Hein. Donc chaque critère peut totaliser au maximum 20 points, hein, et donc 5 fois 20, ça fait 100. Et chaque critère comporte des sous-critères qui sont plus ou moins nombreux selon le cas. Donc, on voit aussi qu'il y a des coefficients. Hein. Si on prend l'exemple de la documentation dont on va parler juste après, ben, elle est coefficient 2, ça veut dire que la note maximale en documentation, ce sera 10, multiplié par 2 pour obtenir 20. Donc, on passe au slide suivant qui va nous faire découvrir un peu plus en détail les grilles calculantes, puisque ce sont les constructeurs eux-mêmes, les metteurs sur le marché, qui détermineront quelle est la note de réparabilité. Pour cela, ils utiliseront des fichiers Excel où les grilles calculent automatiquement le total. Donc, on va prendre un exemple. Là, dans l'exemple, c'est le schéma des cartes électroniques. On voit qu'il y a 4 possibilités. Si la documentation n'est pas disponible, si les schémas ne sont pas disponibles, ou si c'est pour une durée inférieure à 7 ans, c'est 0 points. De 7 ans à 9 ans, c'est 7 points. De 9 ans à 11 ans, 9 points. Et au-delà, 11 points. On voit aussi qu'il y a 2 colonnes. Donc, c'est la mise à disposition dans la colonne A aux réparateurs, à l'ensemble des réparateurs sans distinction, et dans la colonne B, les consommateurs.
Voilà, on va passer. Alors, on ne va pas tous les faire, hein. On va simplement venir sur le suivant parce qu'il est intéressant à plusieurs titres. D'abord, on voit que le nombre de colonnes a augmenté. Là, on est sur 4 colonnes. Il y a le producteur, le distributeur de pièces détachées, c'est-à-dire en gros les grossistes de pièces détachées, les réparateurs à qui on pourrait fournir des pièces en direct et les consommateurs de la même façon. Et ce qui est intéressant, c'est la colonne de gauche dans laquelle on voit qu'il y a deux listes. Une liste 1 pour la partie supérieure, une liste 2 pour la partie inférieure. La liste 1, ce sont les pièces fonctionnelles. Les pièces fonctionnelles, c'est quoi? Ce sont les pièces qui permettent d'obtenir le résultat que l'on peut attendre du produit. C'est-à-dire, imaginons que ce soit un téléviseur, ben on attend de lui qu'il puisse donner une image, du son, éventuellement de pouvoir le connecter en Wi-Fi, etc. Donc, ce qui a été promis, on doit pouvoir le retrouver là. Et de ces pièces fonctionnelles, il y a un certain nombre de pièces qui ont été retirées pour être mises dans une liste supérieure, c'est la liste 2, et donc qui contient les pièces qui sont le plus susceptibles de tomber en panne ou d'être cassées. Cette liste-là, il faut savoir que dans les négociations, ça n'a pas été la plus facile à établir. Pourquoi? Parce que cette liste 2, elle sert également de référence pour les pièces, pour le critère du prix. Alors, je n'ai plus le PowerPoint. Ah, alors excusez-moi. Je vais le remettre. Donc, je continue quand même. Oui, voilà, c'est bon là? Pas encore. Voilà. Donc, cette liste 2 permet de calculer le critère du prix. Donc, bien évidemment, les constructeurs, les metteurs sur le marché ne tenaient pas à ce qu'il y ait des pièces chères à l'intérieur. Je vous laisse imaginer le travail que ça a été pour faire introduire la dalle, c'est-à-dire l'écran du téléviseur, parce que là, c'est la grille calculante pour les téléviseurs. Je vous laisse imaginer les difficultés. Voilà, on passe au slide suivant. Donc, l'indice de réparabilité, comment va être faite sa mise en place? Eh bien, dans un premier temps, il y a 5 types de produits qui seront concernés. Le smartphone, l'ordinateur portable, le téléviseur, les lave-linges à chargement frontal, uniquement à chargement frontal, et les tondeuses à gazon uniquement électriques. Les tondeuses à gazon thermiques ne sont pas concernées. Alors, on voit que ce sont tous des produits qui ont un rapport avec l'électricité. On appelle ça les 3 E, équipement électrique électronique. Alors pourquoi eux? C'est parce que c'est évidemment, ils ont beaucoup d'influence sur l'environnement. Le décret d'application sera normalement publié avant la fin de l'année. Il est actuellement au Conseil d'État. On peut imaginer qu'il sortira en décembre. Enfin, de toute façon, il faudra bien qu'il sorte en décembre si on veut qu'il soit appliqué au 1er janvier 2021. Ceci dit, comme ça a pris beaucoup de retard, des tolérances seront acceptées en 2021, ce qui fait qu'on risque d'avoir quand même une période de 2021 où on verra peut-être moins ce que l'on souhaite. En tout cas, à partir du 1er janvier 2022, il faut absolument que ce soit en place. Le 1er janvier 2024, il y a un deuxième indice qui va apparaître, c'est l'indice de durabilité. Et actuellement, se pose la question de savoir si cet indice de durabilité intégrera l'indice de réparabilité ou pas. Est-ce que ce seront 2 indices côte à côte? Pour l'instant, la décision n'est pas prise. On est en train de négocier dessus. La durabilité exprimera la réparabilité, l'évolutivité, la robustesse et la fiabilité. Slide suivant, s'il vous plaît. Dans le fonds de réparation. Fonds de la réparation, oui. Là, ça va aller plus vite. Le fonds de la réparation, c'est un accompagnement financier pour le consommateur pour l'inciter à réparer plus. On passe au slide suivant. Donc là, en pratique, le consommateur s'adresse à un réparateur professionnel labellisé. Je crois que les 3 mots sont importants, hein. La réparation, une fois qu'elle aura été effectuée, le consommateur ne règle pas la totalité de la facture. Si on prend l'exemple d'une réparation qui coûterait 100 € et dont le fonds réparation prenait en charge 20%, ça voudrait dire que le consommateur réglera 80 €. Et ensuite, le professionnel s'adressera à l'éco-organisme qui convient pour se faire régler le solde qui devra être réglé dans un délai maximum de 30 jours.
la réparation bénéficiera obligatoirement d'une garantie de 3 mois. On passe au slide suivant. Dans la mise en place, là aussi, le décret. Alors là, le contenu du fonds réparation est intégré dans la réforme de la responsabilité élargie des producteurs, dans la REP. Il est sur le point d'être publié. Normalement, il aurait dû être avant la fin octobre. Et puis bon, là aussi, il était normalement dans les couloirs du Conseil d'État, prêt à partir. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore vu. Le cahier des charges qui va s'appliquer donc au fonds réparation, il va être négocié maintenant jusqu'à la mi-2021. On y est en plein, donc on ne sait pas très bien ce qu'il va contenir. C'est pour ça que je ne peux pas m'exprimer énormément sur le fonds réparation. Ce qui est sûr, c'est qu'il devra être opérationnel le 1er janvier 2022. Voilà, je crois que si on passe au slide suivant, me semble-t-il, j'ai fait le tour. Enfin, je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous voudrez bien me poser. Voilà, puis le dernier slide, c'est le site internet de Fedelec, les différents réseaux sociaux de Fedelec, donc votre organisation professionnelle qui représente notamment les réparateurs électroniciens. Alors moi j'avais une question. Pardon, juste le compte Twitter est dédié exclusivement à la réparation. Le compte Facebook, on y trouve davantage de choses. Mais vraiment, le compte Twitter, c'est seulement la réparation. Quand je dis la réparation, tout ce qui a trait aux produits et aux ennuis qu'ils peuvent avoir et aussi au bon côté d'ailleurs. Oui, j'avais une question, j'en ai deux même, si c'est possible. La première, c'est vous disiez que les réparateurs devront être labellisés. Est-ce qu'on a une idée de ce que signifie ce terme labellisé dans le projet de texte? Alors, dans le projet de décret, non. La labellisation, c'est quelque chose qui va être déterminé maintenant dans le cahier des charges. Et ça va être l'objet d'ailleurs de négociations sûrement très difficiles. Elles ont commencé. On a déjà eu 2 réunions tripartites en compagnie d'ailleurs de CMA France et de votre collègue Benjamin Matelli, avec les éco-organismes, avec Écologique et avec Écosystème. On a eu donc des premiers entretiens. Là, on a un entretien qui est prévu, je pense, la semaine prochaine, plus indépendamment. Mais enfin, là, ça va être une négociation qui va être assez compliquée. Pour l'instant, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que la labellisation, évidemment, on aura quand même quelques exigences. C'est que il ne faut pas que ce soit discriminatoire, et ça, c'est écrit dans le décret. Ceci dit, il faut quand même aussi que ce soit sérieux, donc il ne faut pas que ce soit ouvert à tout le monde. Il faut vraiment que le résultat corresponde à de la qualité. Voilà. Moi, je pense que c'est surtout sur ces règles-là que l'on va travailler. D'accord, très bien. Et puis la deuxième question, c'était par rapport aux réparateurs artisans indépendants auxquels je suis sensibilisé en tant que salarié de chambre de métier. Vous avez dit que donc il ferait quelque part l'avance de l'aide auprès de son client, c'est bien ça. Et ensuite, c'est un éco-organisme qui va le rembourser. Est-ce que ça ne risque pas de mettre à mal sa trésorerie? On sait que dans ce cas, lorsqu'on demande au TPE de gérer des fonds publics et des aides, des subventions, j'ai l'exemple aussi du bâtiment, par exemple, dans la rénovation énergétique, où parfois les artisans font les avances des aides financières. Ça peut être un peu problématique. Est-ce qu'il va y avoir des garde-fous par rapport à ça? Alors, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que déjà, on a gagné quelque chose chez Fedelec. Quand on a eu le premier projet de décret, il était marqué dessus 45 jours. Et on a pu le faire ramener à 30 jours. Après, ça porte quand même sur des montants qui vont être une partie seulement de la réparation. Parce que quand on cite le chiffre de 20%, en fait, ce ne sera pas 20%. Ça pourrait être dans le meilleur des cas, mais puisque c'est 20%, normalement, ils sont destinés à financer aussi pas mal de choses. Donc, ça va quand même porter sur des sommes qui seront limitées, a priori. D'accord. D'accord. D'où l'intérêt peut-être de compléter ce fonds avec des aides locales. On en parlera tout à l'heure. Merci beaucoup, Joël. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de questions qui vous concernent, donc tout à l'heure, vous aurez un petit travail de réponse aux différentes questions. C'est Carole Bernard qui
qui vous les posera. Donc n'hésitez pas à continuer à poser des questions. On les examine bien les unes après les autres et on essaiera d'y répondre à la fin de l'atelier. Alors, les interventions seront également disponibles sur la plateforme Cyclope, dont j'ai mis le lien tout à l'heure dans le chat. Donc, vous pourrez consulter les différentes présentations de cet atelier. On va passer maintenant à la deuxième intervention. Mathieu Champrigo et Anne-Claire Notte. Vous allez nous parler d'une opération qui a été mise en place par le Grand Albigeois et la Chambre de métier du Tarn, qui s'appelle Réparacteur. Alors, je vais essayer de remettre le diaporama. Cette fois-ci, je vais essayer de ne pas toucher à tous les boutons pour ne pas interrompre la présentation pendant que vous parlez. Voilà. Est-ce que vous voyez bien le diaporama? Oui, très Parfait. bien, merci Fabrice. Allez, c'est à vous. Eh bien, merci Fabrice, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Anne-Claire. Bonjour, Mathieu. Voilà, je suis donc moi Mathieu Champrigo, chargé de développement économique à la Chambre de métier du Tarn et référent environnement. Donc effectivement avec Anne-Claire, on va vous présenter le déploiement de l'opération Réparacteur sur le territoire de la communauté d'agglomération de l'Albigeois. Anne-Claire, je te laisse te présenter. Donc, en 2 mots, Anne-Claire Notte, je suis chargée de mission économie circulaire à l'agglo de l'Albigeois. Sur l'agglo, donc on a déjà une démarche d'économie circulaire qui est engagée depuis 2017. On a aussi un plan local de prévention déchets et assimilés. Dans ces 2 programmes, il y avait déjà un volet qui était réemploi. Et on a une convention de partenariat depuis assez peu de temps, depuis le début de l'année, avec la Chambre des métiers pour travailler davantage sur notamment le volet réemploi avec Réparacteur. Puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait plus de 150 entreprises sur le territoire de l'agglo qui étaient déjà dans cette base de Réparacteur et qu'il y avait un enjeu à travailler sur le sujet. Oui, et d'autant plus que effectivement, ce sont des entreprises qui sont référencées, mais toutes ne sont pas forcément engagées. Donc, on va présenter peut-être sur la slide suivante, Fabrice, le programme Réparacteur pour rentrer plus en détail sur ce que c'est que ce programme pour aller plus loin avec ces entreprises qui sont référencées. Donc, juste un rapide contexte sur le programme Réparacteur dans la région Occitanie. Réparacteur, c'est une marque nationale qui avait été créée par la Chambre de métier de l'artisanat de la Gironde, puis donc qui s'est déployée en région dans plusieurs régions de France, pas encore toutes. C'est issu d'un partenariat avec Fedelec, dont vous avez une présentation juste avant, qui est donc une organisation professionnelle des artisans de l'électronique et de l'électroménager. Donc Réparacteur prend place dans le cadre du programme régional pour l'économie circulaire avec donc l'ADEME et la région Occitanie qui soutiennent ce programme. Les objectifs sont lesquels? Réparacteur, c'est d'abord quelque chose qui est un programme qui est ici pour réduire la production de déchets par la promotion de l'acte de réparer. L'acte de réparer, effectivement, tout le monde est conscient que pas forcément tout le monde conscient d'ailleurs, excusez-moi, mais l'acte de réparer, effectivement, c'est inciter le grand public et le consommateur à aller vers la réparation. Alors, dans le cadre de Réparacteur, ce sont vers les artisans de la réparation qui deviennent donc des réparacteurs, puisqu'ils étaient réparateurs, ils deviennent réparacteurs. Et donc, ça va faciliter, l'idée c'est d'avoir un programme de communication qui va faciliter et guider le grand public, le consommateur, vers des professionnels reconnus, ambassadeurs de la réparation. En parallèle, c'est vrai que c'est aussi un moyen d'encourager l'économie de proximité et donc de conserver, de garder sur un territoire des objets et faciliter, favoriser l'acte de réparation
pour pouvoir, plutôt que effectivement d'acheter de nouvelles choses, les réparer et générer dans ce sens-là du lien social et de l'emploi. Alors, il est quand même à noter que les réparateurs qui s'engagent dans le programme Réparacteur sont signataires d'une charte qui vise à les engager dans la démarche un peu plus loin. Alors, cette charte contient quelques éléments sur la promotion de la réparation en priorité du remplacement à neuf. L'accompagnement d'un conseiller environnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat qui fait par un échange avec l'entreprise un état des lieux un petit peu de l'engagement de l'entreprise et de ce qu'elle va promouvoir au niveau réparation, économie circulaire, et quelles vont être en fait ces valeurs un petit peu, puisque en s'engageant et en devenant réparateur, un artisan va faire preuve de valeur, on le verra tout à l'heure avec des exemples récents. Et du coup, s'engage aussi à faire la promotion de la marque réparateur par divers supports de communication. Et donc, des supports de communication, c'est un petit peu ce qu'on a essayé de déployer avec le territoire de l'agglo, juste dans le cadre notamment de la semaine de l'économie circulaire et de la réduction des déchets, excusez-moi, qui est en ce moment. Donc, je vais effectivement, Anne-Claire, peut-être te passer la parole pour voir un petit peu plus en détail ce qu'on a réalisé sur le territoire de l'agglo cette semaine. Et comment ça s'articule avec les dispositifs qu'on avait déjà. Donc, je vous parlais d'un programme d'économie circulaire d'une 30aine d'actions. On avait déjà des choses prévues sur l'allongement de la durée d'usage des produits. On a toute la construction d'une stratégie réemploi avec les acteurs du réemploi déjà du territoire, les acteurs de l'insertion, avec l'objectif d'intégrer dans les déchetteries tous des espaces de réemploi. On avait aussi déjà des opérations en partenariat avec Trifil pour tout ce qui était dons et ventes sur Internet des objets, pour toujours leur donner une deuxième vie. Et on avait déjà les réparacteurs, des repair cafés sur le territoire qui permettaient à ceux qui étaient un peu motivés d'aller réparer eux-mêmes leurs objets. Et le réparateur vient compléter ces dispositifs pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas forcément dans la bricole puissent aussi arriver à réparer leurs objets. Sachant qu'on était dans un contexte de la semaine de la réduction des déchets arrivée. En termes sanitaires, on était un petit peu dans un contexte difficile, c'est-à-dire qu'on savait qu'on n'allait pas pouvoir développer des opérations grand public, aller rencontrer sur des marchés, sur des forums, sur des choses comme ça. Donc, on recherchait des actions qu'on puisse mener, quel que soit le contexte sanitaire. Donc, on est parti sur cette idée de lancer une campagne de com sur le dispositif réparateur, sans forcément faire des temps forts en présentiel avec les réparateurs et vraiment des stands de réparation, mais au moins faire toute la communication sur le dispositif en permettant de préparer l'arrivée de l'indice de réparabilité, faire en sorte que les gens aient à l'esprit qu'effectivement ils pouvaient réparer, qu'ils avaient des solutions pour réparer, avant de communiquer dans un deuxième temps sur l'indice de réparabilité. Donc, on est parti pour ce faire sur une campagne multicanaux assez classique sur nos réseaux sociaux, sur notre page web, le journal d'info de l'agglo et l'affichage à Brébus. L'idée, c'était essayer de balayer assez large pour que tout le monde, à un moment ou à un autre, puisse avoir vu la com. Sachant qu'on avait un double attendu qui était d'une part la sensibilisation du grand public, commencer à préparer et à parler de réparation, et aussi la valorisation des professionnels sur le territoire. Essayer de montrer qu'il y avait des solutions, qu'ils étaient là, qu'ils étaient présents et qu'ils étaient à disposition du grand public. Donc, sur la slide suivante, on vous présente un petit peu ce qu'on a fait sur le territoire. La campagne d'affichage Abribus, qui est très classique, le site web de l'agglo également, le petit article dans le Grand A, et après, la partie un petit peu innovation, elle a été sur les réseaux sociaux, où on a fait une partie de teasing en expliquant que, un peu dans l'esprit de la communication engageante, pour essayer de poser une norme sociale qui est, mais vous savez que la réparation, 80% des Français y pensent, se posent la question, commencer à communiquer sur 70% des pannes des grille-pains sont dues à l'accumulation de miettes, des choses comme ça.
Et ensuite, on a communiqué sur vraiment les acteurs du territoire, les solutions qui étaient disponibles sur le Grand Albigeois pour réparer. Avec 3 séries de vidéos, une vidéo sur l'électroménager, la réparation de tout ce qui est le blanc, et l'interview. À chaque fois, l'idée, c'est interviewer un réparateur qui explique son métier, qui explique comment ça se passe sur un territoire, et on déconstruit un petit peu toutes les idées reçues. De la réparation, ça coûte cher, la réparation, c'est compliqué, il y a l'obsolescence programmée, tout n'est pas réparable. À chaque fois, on apporte des solutions et on apporte des réponses à ces idées reçues. Donc, une vidéo sur l'électroménager le blanc, une vidéo sur tout ce qui était mobilier, réparation de mobilier, et puis cordonnerie, réparation de chaussures, de tout ce qui est éléments en cuir, en veste, les vestes, des choses comme ça. Donc, c'est sur la semaine, tout au long de la semaine de la réduction des déchets, on a étalé ces vidéos, réalisé un teasing et puis présenté les vidéos tous les 2-3 jours sur le site de l'aglo. Du coup, vous trouverez le lien donc vers le Facebook du Grand Albigeois que je viens de vous mettre dans la conversation. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil à ces vidéos. Pour garder la fluidité, on vous invite à aller les voir là-bas plutôt que de la passer au milieu de notre intervention. Et du coup, Anne-Claire, peut-être pourquoi le choix de ces métiers-là et pas, par exemple, d'un réparateur de téléphone? Parce qu'on a essayé de choisir ceux qui étaient les moins évidents, c'est-à-dire en se disant que tout ce qui était téléphonie, ordinateur, les gens avaient déjà plus ou moins le réflexe d'aller réparer ces objets-là. Et on est plutôt allé chercher les objets sur lesquels on se rendait compte qu'il n'y avait pas forcément le réflexe, et du coup sur lesquels il y avait des enjeux à communiquer pour dire aux gens, mais si quand votre lave-linge casse, il est possible de le réparer, c'est pas si compliqué. Le réparateur peut se déplacer chez vous, les pannes souvent sont assez rapides à identifier et ça coûte pas forcément très cher. Donc on avait essayé d'identifier les 2-3 4 flux qui nous paraissaient les plus intéressants à porter à connaissance pour essayer de déconstruire justement ces idées reçues. D'accord. Du coup, effectivement, peut-être plus pour entrer plus en détail sur le programme, voir comment un petit peu ça marche de façon opérationnelle pour nous au niveau amont et référencement sur la chambre de métier. Fabrice, si tu peux passer sur la slide suivante, merci. En fait, il faut savoir quand même qu'on est sur plusieurs catégories sur l'annuaire régional qu'on va vous présenter après. Les catégories, donc vous avez effectivement l'outillage, le téléphone, le téléphone est assimilé, tout ce qui va être ordinateur, les instruments de musique, les montres, l'horlogerie, tout ce qui va être vélo, tout ce qui va être électroménager, les vêtements, les chaussures et la réparation de meubles. Donc effectivement, ça fait pas mal de cas, comme tu disais, certaines sur lesquelles le réflexe est assez logique et on va se tourner de façon assez naturelle vers un réparateur, d'autres peut-être un peu moins. Et c'est effectivement avec réparateur un moyen de faire régulièrement des piqûres de rappel et d'occuper le terrain sur cette thématique-là. Alors, comment ça marche réparateur? De façon assez simple, en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un accompagnement du professionnel qui va bénéficier d'un accompagnement d'un conseiller chambre de métier. Ça va être l'occasion de faire un diagnostic sur son activité aussi globalement, mais aussi et surtout de voir quel est son engagement, quelles sont ses valeurs et est-ce qu'il est prêt à s'engager par la signature d'une charte. Ça, c'est aussi, ça permet quand même quelque part de prendre le réparateur avec nous, entre guillemets, et la signature d'une charte, c'est quand même pas neutre. Ça place la personne, ça la responsabilise et ça l'amène à se dire, moi je fais quelque chose et à promouvoir après cette solution vis-à-vis de ses clients. Suite à la signature de la charte, l'entreprise est labellisée sur l'annuaire, donc www.réparateur-occitanie.fr.
On vous mettra le lien également dans le chat en suivant. Et donc voilà, du coup, ça le place sur ce site internet qui géolocalise, et donc pour facilement le voir et le trouver pour ses clients. Au niveau de l'annuaire régional, donc des professionnels de la réparation, ça fait partie des étapes effectivement essentielles. Après, derrière, comme tu l'as dit effectivement, Anne-Claire, des vidéos portraits pour promouvoir la marque, ce sont aussi des solutions qui sont assez logiques. Il y en a d'autres aussi que vous pouvez retrouver sur la page YouTube de la Chambre régionale de métiers Occitanie. Et effectivement, donc des événements grand public sur les territoires, hein, mais comme tu l'as assez justement souligné, Anne-Claire, la période n'est pas vraiment propice aux événements physiques, hein. Quand même le dématérialisé, c'est intéressant, mais voilà, actuellement c'est compliqué. Je vous citerai quand même rapidement un exemple des petites, mais bon, tout le monde en connaît. On a sur le département du Tarn, notamment, réaliser la foire de la récupération et du réemploi régulièrement. Je sais que la Fédélec est intervenue notamment dans ce cadre-là. En Ariège, sur l'agglo de Pamiers, avait été réalisé un rallye de la réparation il y a 2-3 ans, qui était une initiative très intéressante aussi. Et du coup, nous, effectivement, sur le agglo de l'Albigeois, avant de dans l'organisation, mener cette campagne auprès du grand public par des réseaux numériques plutôt. Les partenaires de l'opération, donc je les ai cités tout à l'heure, mais pour un peu de redite, effectivement, donc on est soutenu dans le cadre de ce programme par l'ADEME, la région Occitanie également, et donc la communauté d'agglo de l'Albigeois avec tout son soutien opérationnel. Sur la slide suivante, donc du coup, voilà, pour vous présenter très rapidement le site sur lequel vous retrouverez des infos et des petites actus intéressantes. Notamment en matière d'actu, on a communiqué dans le cadre de Réparacteur, on a pu aussi faire la promotion des couturières et de tout notre réseau de couturières et de couturiers au moment du premier confinement et de la confection de masques, puisque effectivement les masques jetables ont leurs limites aussi, et des solutions existent proches de chez vous. On a également fait sur ce site-là la promotion de la prime vélo, de vélo du projet Coup de pouce vélo, qui est en plus une solution de déplacement qui est mise en avant par le territoire de l'agglo. Donc ça fait partie des actualités récentes que vous pouvez retrouver là-dessus. On a effectivement également une page Facebook localement, donc l'intérêt majeur, c'est effectivement l'annuaire et le moteur de recherche, donc par catégorie, comme je vous l'ai cité tout à l'heure, et par lieu géographique. Donc, vous avez une petite capture d'écran de la carte pour voir un petit peu, ça géolocalise, et ça permet du coup à tout un chacun de voir où se trouvent les réparacteurs à côté de chez eux. Après, alors peut-être effectivement pour dernier petit mot, effectivement, pour poursuivre la dynamique, c'est vrai que tu parlais de l'indice de réparabilité, Anne-Claire. Je te laisse peut-être en dire 2 mots pour l'articulation, mais tu l'as justement présenté pour un peu occuper le terrain avant de communiquer là-dessus. Faire en sorte que quand l'indice de réparabilité arrive, on puisse communiquer sur l'indice et en ayant déjà communiqué en amont sur toutes les solutions qui existaient sur le territoire pour réparer, c'est-à-dire en ayant déjà commencé à préparer les esprits, en ayant commencé à poser le sujet, faire en sorte que ce soit une question d'actualité sur le territoire et qu'on vienne apporter des informations, des compléments d'information et des billes supplémentaires finalement pour les usagers et finalement le consommateur d'électroménager, voilà.
avoir communiqué en amont sur ce qui est réparable, comment ça se passe, et du coup, après, communiquer sur quand vous achetez, faites attention à ce que ce soit véritablement réparable par la suite. Donc, l'idée, c'était commencer à travailler sur l'indice de réparabilité, commencer à préparer un peu le terrain sur le sujet. Et puis, on va continuer à travailler aussi en partenariat ensemble, Chambre des métiers et Aglo, pour poursuivre, arriver à un moment à organiser un temps fort en physique, en présentiel, dès que ce sera possible, pour continuer à faire vivre le sujet de la réparation sur le territoire. Tout à fait, et parce que c'est effectivement, peut-être Fabrice, sur la slide suivante s'il te plaît, c'est une manière d'occuper le terrain et de régulièrement remettre sur d'être présent sur cette thématique-là de façon transverse pour que effectivement et les professionnels et le grand public se tournent vers cette solution qui est la réparation sur le territoire, parce que il y a des enjeux derrière bien connus de tous. Effectivement, les événements sur mesure qui ont ce rôle de sensibilisation, de promotion, c'est là aussi où ça permet d'engager la discussion, d'amener les gens à s'emparer de cette thématique-là, d'avoir un petit côté pédagogique qui est intéressant, qui est important, mais qu'on arrivera à faire sans aucun doute. Il y a aussi l'animation, parce qu'on c'est aussi un programme qui nous permet d'animer le réseau de réparateurs. Quand les gens aussi rentrent dans ce réseau-là et partagent des valeurs communes, c'est intéressant et important de les amener à échanger entre eux, à voir quels sont leurs besoins. On a parlé de labellisation tout à l'heure. Ça fait partie effectivement des pistes de réflexion, des formations, de comment communiquer aussi sur cette thématique-là pour les pros. Autant d'enjeux importants d'animation et qui permettent là aussi d'occuper régulièrement l'actualité de façon concrète sur cette thématique de l'économie circulaire et du réemploi et de concrètement et simplement cette solution-là par et pour les artisans. Voilà. Merci à tous pour votre attention. Merci Anne-Claire pour ta participation éclairée. Merci à toi. On vous met en lien dans le chat les liens si vous avez d'autres questions. On y répondra à la fin de l'atelier. Et du coup, je laisse la parole à Fabrice et à Monsieur Novès, je crois, en suivant. Voilà. Merci. Merci beaucoup Mathieu et Anne-Claire pour cette intervention. C'est très intéressant ce que vous avez fait sur le Grand Albigeois. J'ai une petite question peut-être pour toi Mathieu. Combien est-ce qu'il y a c'est pour se rendre compte un peu de ce secteur d'activité de la réparation, des artisans de la réparation, combien y a-t-il d'artisans réparateurs en Occitanie? Est-ce qu'on a un chiffre? Effectivement, c'est sans être précis, parce que tu sais bien que tous les jours des artisans s'y matriculent et qu'on ne cesse d'avoir de plus en plus d'entreprises artisanales, mais on a en Occitanie, dans la région Occitanie, environ 12 000 artisans réparateurs, un peu plus de 12 000, et qui sont tous référencés sur le site Réparacteur. Alors effectivement, parmi eux, tous ne sont pas labellisés et engagés dans la charte, mais plus de 700 le sont, ce qui est quand même un ratio important et qui donc participe à la promotion de la marque Réparacteur et de l'acte de réparation. Voilà, donc plus de 12 000. D'accord. Et oui, alors une petite anecdote au passage, vous parliez tout à l'heure tous les deux des valeurs qui sont, on va dire, portées par cette action. Moi, je me souviens, pendant le premier confinement, on avait contacté les ateliers de couture et de retouche de vêtements. Bon, la retouche de vêtements, c'est quelque part bien réparer des vêtements aussi. Et on s'était aperçu que, pardon, excusez-moi, tous ces ateliers, toutes ces couturières, ces couturiers avaient commencé à fabriquer des masques parce qu'à ce moment-là, on n'en trouvait nulle part en France. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a traversé quelques semaines où c'était un peu compliqué de se procurer des masques. Et donc, les couturières et les couturiers en ont fabriqué tous.
Ils ont puisé dans leur stock de matières premières pour pouvoir fabriquer des masques. Ils ont fourni des masques gratuitement au personnel de santé, aux hôpitaux qui voilà, avaient une pénurie et cherchaient des masques partout. Et puis ensuite, bon, l'État français s'est mobilisé et a réussi à trouver des solutions. Mais voilà, c'était juste pour, quelque part, montrer un peu un exemple concret de ce que peuvent être l'état d'esprit et les valeurs de ces artisans qui travaillent sur les territoires et à quel point, à un moment donné, ils sont capables de faire des sacrifices, même si je trouve personnellement qu'on n'en a pas beaucoup parlé de tous ces couturières. On avait fait un calcul, hein, si on prenait l'ensemble des ateliers de couture en Occitanie, artisans, ils arrivaient à fabriquer entre 300 000 et 500 000 masques par semaine, ce qui est énorme en fait, ce qui est quasiment ce que peuvent faire les industriels aujourd'hui. Et donc c'est quelque chose qui est à noter, je pense. Alors avec cette action sur le Grand Albigeois et réparateur, on voit qu'on peut mener des actions par rapport à l'accompagnement de l'offre de réparation. Maintenant, il faut se préoccuper aussi de la demande, et c'est ce que Toulouse Métropole fait. Donc Vincent Terrail-Noves, pardon, troisième vice-président de Toulouse Métropole, vous allez nous présenter donc une action, une initiative de Toulouse Métropole, peut-être la première métropole en France qui a mis en place une prime de la réparation. Oui, je vous remercie donc de me donner la parole et je dis bonjour à tous les auditeurs, les internautes qui sont derrière l'écran. Alors c'est vrai que je vais vous présenter un diaporama, donc, mais je souhaiterais peut-être avant le remettre cette mesure que nous avons prise dans le contexte. Donc d'abord, on avait observé effectivement que dans la métropole, on avait une volonté d'essayer d'orienter l'effort de la relance économique vers une économie circulaire. Et puis la crise que nous avons traversée a montré effectivement les risques d'une dépendance excessive aux chaînes de valeur mondiale, ce qui n'a fait que renforcer notre première intention. On a souhaité effectivement adapter nos territoires aux impacts du dérèglement climatique, aux tensions à venir sur les ressources en eau que nous connaissons tous, que ce soit l'eau, l'énergie, les matières premières, etc. Et face à la nécessité de réduire drastiquement donc, la production de déchets, on a lancé une stratégie économie circulaire. Alors, elle a été lancée bien avant la crise, puisqu'elle a été initiée en novembre 2019, mais c'est vrai que la crise nous a confortés, nous a renforcés dans l'initiative que nous avons prise. On sait que dans chaque territoire, la demande des ménages, des entreprises ou des acteurs publics constitue un actif économique précieux. Parfois, il est d'ailleurs sous-estimé, cet actif économique. Et pour développer l'activité et l'emploi, on a besoin de réfléchir et de proposer de nouveaux modèles plus circulaires, plus résilients et plus durables, et notamment de s'investir dans le local, alors que ce soit les villes, les EPCI, que ce soit la région, voire même à l'échelle du pays. On a vraiment une volonté de s'inscrire dans le local pour apporter des réponses à cette nécessité de relance. Alors ces réponses, on peut les apporter par la capacité à offrir localement des solutions alternatives. On peut les apporter également en imaginant avec les ressources locales de nouvelles offres à forte valeur ajoutée qui permettent après de rayonner à l'international lorsque les échanges sont pleinement établis. Et donc, on a lancé au niveau de la métropole une métropole de l'économie circulaire qui a été portée par mes deux collègues vice-présidents. Alors en premier lieu, Dominique Faure, qui est vice-présidente en charge de l'économie, et puis François Chollet, qui s'occupe de tous les aspects environnementaux et climatiques. Donc on est trois à porter cette stratégie métropole de l'économie circulaire, et donc je vais essayer de vous en parler. Donc cette stratégie, elle a été construite, je vous le disais, dès novembre 2019. Elle a consisté à essayer de répondre en fait à une expérimentation sur l'écologie industrielle, avec les diagnostics des fuites économiques. C'est pour ça que vous voyez que, vous le verrez d'ailleurs sur la diapo suivante, on s'y intéressera, mais on a beaucoup de fuites. Et donc, on va essayer de recentrer un petit peu ces fuites sur le territoire pour essayer de recréer de la valeur ajoutée, pour essayer de recréer de l'emploi, en tout cas de les maintenir ici dans notre secteur géographique. Donc, on a fait 3 feuilles de route économie circulaire, une sur l'écologie industrielle, une sur les BTP et une sur les biens manufacturés. Et là, donc, on va parler d'une partie
de la feuille de route économie circulaire sur les biens manufacturés. Comment on s'y est pris? Eh bien, on a mis plus de 90 acteurs autour de la table qui se sont mobilisés sur 3 jours de travail pour formaliser les défis, pour proposer des solutions engagées sur notre territoire, pour fermer certaines boucles et donc faire du circulaire, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. On a une dizaine de directions métiers qui se sont associées. Alors, ça peut aller du service de la commande publique, des marchés, la direction des déchets, bien sûr, qui est impliquée dans cette feuille de route stratégique, l'action économique, etc. Et ce travail a permis d'aboutir, donc en novembre 2019, comme je vous l'ai dit, d'une adoption par Toulouse Métropole de sa stratégie 2020-2030 d'économie circulaire et de 3 feuilles de route, donc écologie industrielle, BTP et biens manufacturés. Les objectifs de mobilisation des entreprises sont ambitieux, mais ils sont indispensables pour que nous puissions réussir à remplir nos objectifs. Et on sait très bien que c'est dans les entreprises, dans le milieu économique, que se trouvent les leviers de la transition qui est attendue. On a mis en œuvre déjà et on a engagé 9 actions sur les 11 de la feuille de route. Et notamment, parmi ces 9 actions, on a déployé des conciergeries sur des zones. On l'a voté il y a quelque temps en conseil métropolitain. On a remis des prix économie circulaire et puis on a programmé un marché de cartographie de flux pour 2021. Et cette cartographie des flux nous permettra réellement, donc sur un secteur déterminé que nous avons choisi stratégiquement, nous permettra réellement de mesurer notamment eh bien, la sortie de ces flux que notre feuille de stratégie économie circulaire vise à recentrer sur notre territoire. Donc ça a été voté, ça sera voté au prochain conseil de métropole et très rapidement on actionnera donc sur la réalisation de cette cartographie. Alors sur la diapo suivante, je vous propose de la passer, très bien. Donc on a un diagnostic des flux économiques, donc on va renforcer par la décision que nous prendrons au prochain conseil de métropole. Mais ce diagnostic de flux, on l'a évalué en partenariat avec l'ADEME et le cabinet Utopie. Et il a permis de voir, comme vous le voyez sur la diapositive, qu'il y a un gisement d'affaires et de potentiels emplois si on arrivait à représenter l'économie circulaire. On a montré en effet que 57% de la demande locale n'est pas satisfaite par une offre locale. Ça veut dire que, tout simplement, les richesses s'évadent du territoire. Et si on travaille sur la localisation de seulement 10% de l'offre en réponse à la demande locale, eh bien, on s'aperçoit qu'on a un gisement d'affaires de 3 milliards d'euros, ce qui représenterait 15 000 emplois. 3 milliards d'euros par an, ce qui est considérable. Et donc, vous voyez que notre feuille d'économie circulaire, elle va essayer de répondre à cet enjeu et à ce défi important. Alors, parmi les secteurs à fort potentiel qui ont été identifiés, on a fait le choix de travailler sur des secteurs sur lesquels il nous a semblé que le territoire et ses acteurs étaient en capacité d'effectuer cette mutation et de répondre rapidement à la demande en lieu et place de certaines importations. Les solutions, elles sont propres à chaque territoire. Il faut donc faire du très précis, de la dentelle, et nécessite bien sûr de changer de repère, de changer de logiciel, et ça va être tout l'enjeu de ce que nous devons mettre en œuvre en partenariat donc avec le milieu économique dans les années qui viennent. En tout cas, les biens manufacturés, et je vais développer ce point dans quelques secondes, c'est près de 8 milliards d'euros d'importation, dont 1,6 milliard par les ménages. Et on sait que c'est aussi 1000 emplois dans le secteur de la réparation. Alors, si on regarde la diapo suivante, on peut peut-être la projeter. Voilà. Alors, c'est un peu chargé, mais je vais essayer de vous le commenter. Une étude menée par l'ADEME sur les Français et la réparation montre que les ménages et les entreprises sont prêts à passer à l'acte, mais qu'il y a un certain nombre de freins à lever. Donc, vous les avez sur la partie droite de la diapo. On sait notamment donc que les freins à lever, c'est eh bien, le coût de la réparation, avec notamment le prix des appareils qui est en baisse permanente. On sait aussi que comme frein, on a des délais parfois longs en termes de réparation. On a parfois un manque d'information et de transparence sur la réparation, avec un manque de visibilité parmi la multitude de réparateurs qui peuvent exister, indépendants ou non. Et c'est vrai que là, le réseau des réparateurs Occitanie, et notamment le site internet, eh bien, est une première réponse à cet enjeu et à ce frein.
On a aussi l'irréparabilité des produits avec l'obsolescence programmée, qui est un véritable frein à notre économie circulaire et à l'encouragement des foyers je dirais, à se pencher sur la réparation et sur la nouvelle vie à donner à des appareils usagés ou qui ne fonctionnent plus. Et puis, on a aussi l'obsolescence culturelle qui consiste, je dirais, à vouloir posséder toujours les dernières technologies, les éléments les plus récents. Et ça, c'est vrai que la publicité et la société de consommation y contribuent largement. On a ensuite qui va nous aider la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire qui a été publiée le 10 février 2020 et qui a inscrit la réparation comme une priorité et qui consacre donc 10 articles sur la réparation. Alors, une des mesures phares de cette loi prévoit donc à partir du 1er janvier 2021, et vous l'avez très bien évoqué tout à l'heure dans la première intervention qui a eu lieu autour de ce forum, mais l'indice de réparabilité. Donc, je ne vais pas être très long là-dessus et y revenir parce que ça a été extrêmement bien détaillé et présenté. Mais de ce fait, eh bien, en s'appuyant là-dessus, Toulouse Métropole a fait le choix, dans le cadre de son plan de relance, d'expérimenter l'impact du coût de pouce financier sur l'acte de réparation auprès des artisans de la réparation qui sont donc référencés par la Chambre des métiers, par l'ADEME et par la région sur le site internet dont je parlais tout à l'heure. Et donc, on peut passer à la diapo suivante. Tout ça nous a amené, il y a maintenant quelques semaines, c'était lors du dernier conseil de métropole qui a eu lieu, je crois, courant octobre, si mes souvenirs sont bons, eh bien, de lancer une expérimentation sur la fin de l'année 2020, donc c'est sur quelques mois, avec un budget de 50 000 € d'aide financière pour pousser à l'acte de réparation. Cette aide, elle est sous condition de ressources. Elle va prendre en charge au maximum 30% de la facture de la réparation du bien que l'on va confier au réparateur dans un plafond, on va dire, de 1 000 €. Donc, c'est 30% du coût et c'est avec un plafond, un montant maximum de 1 000 € par ménage et par an. Les produits qui sont éligibles, ils sont très très larges, mais tout à l'heure, j'entendais Mathieu Champrigot qui parlait de ce panel, et on a un panel ici à Toulouse Métropole qui est à peu près identique. C'est l'électroménager, donc les lave-vaisselle, les lave-linges, les cuissons, qui concerne la cuisson électrique, les fours, tout ce qui concerne le froid, bien sûr, avec les réfrigérateurs et les congélateurs. On a ensuite tout l'électronique avec les téléviseurs, l'hi-fi, tout ce qui est les barres de son, la téléphonie et le digital avec toute la partie ordinateur portable, les tablettes et les smartphones. On a une partie qui est consacrée à l'outillage, une partie à l'horlogerie et une partie à la cordonnerie. En sachant qu'on a déjà une prime qui existe pour la réparation, une prime à part, qui existe pour la réparation des vélos. Alors l'idée, c'est bien sûr d'expérimenter ce dispositif sur les quelques mois et les quelques semaines d'ici la fin de l'année 2020. On tirera bien sûr un bilan de cette expérimentation. On le partagera avec la Chambre des métiers, avec Fédélec, avec la région Occitanie, avec ADEME, avec DECOSET, qui est le syndicat mixte de traitement des déchets ici au niveau de notre aire urbaine métropolitaine, et puis avec d'autres acteurs. Et à partir de ce diagnostic et de ce groupe de travail, eh bien, à partir du bilan, on ajustera la stratégie en cohérence avec la réactivité des ménages, avec les éléments qui nous auront été également remontés par le réseau des réparateurs. Et puis, on proposera de le renforcer. Sachez d'ores et déjà que dans le budget 2021, on proposera, et j'ai vu que Valérie Edouard, qui était très, très impliquée avec de nombreux agents des services de notre métropole sur cette problématique de l'économie circulaire, avec Pierre Papex, etc., et d'autres encore, eh bien, on a prévu un budget de 100 000 € d'ores et déjà sur 2021 pour pouvoir, si jamais ce dispositif a du succès, eh bien, le renforcer encore sur 2021 et permettre à un plus grand nombre de ménages d'avoir recours donc à ce chèque, à cette, bien sûr, encourager au recyclage, à la réparation, plutôt que de mettre en déchetterie, comme on voit
de nombreux appareils et à redonner une seconde vie via la réparation à tout ce dispositif dans le cadre de l'économie circulaire. Voilà, je ne vais pas être plus long. J'espère ne pas avoir été trop rapide et trop pulsé dans le rythme des propos que j'ai tenus, mais par la suite, je suis prêt donc à répondre aux interrogations si jamais nous en avons. Oui, il y en a, je peux vous le dire. Merci beaucoup, Vincent Tarinoves. Vous avez été parfait, hein. C'était le bon rythme, effectivement. L'idée, c'est de laisser quand même pas mal de place pour les questions qui arrivent de plus en plus nombreuses. J'espère que Carole, vous n'êtes pas trop débordée. Je vous aiderai si c'est nécessaire. Vincent Tarinoves, avant de laisser la place donc aux questions, j'avais moi-même une petite question à vous poser. Donc on voit que dans cette première, alors si j'ai bien compris, il va y avoir deux phases, une première phase fin 2020, puis une deuxième en 2021, après une évaluation. Est-ce que dans cette deuxième phase 2021, on pourrait imaginer d'étendre cette prime de la réparation à d'autres objets? Alors je pense notamment aux meubles, par exemple, qui font l'objet d'une REP également, et aussi des vêtements, où il y a un enjeu là également de relocalisation peut-être de l'économie du textile et des vêtements. Vous avez raison. L'idée, c'est d'être sur cette deuxième phase qui va s'ouvrir, vraiment très ouvert et effectivement de pouvoir éventuellement proposer un élargissement du panel de cette prime à la réparation, puisque de toute façon, on a des outils à actionner pour effectivement aller dans le sens de ce que nous impose la loi, de ce que demande aussi aujourd'hui, je crois, de plus en plus de nos concitoyens et de ménages, c'est-à-dire de réduire le nombre de déchets que nous produisons. Moi, j'ai été assez effaré il y a quelques semaines d'aller visiter le centre d'incinération de Bessières, donc où arrivent toutes nos ordures ménagères, et de voir que dans ce qu'on appelle les mâches-fer, c'est-à-dire les cendres qui sont issues de l'incinération de nos déchets ménagers, eh bien, on retrouve parfois des freins à disque, du matériel électronique. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas bon sur le tri, on n'est pas bon sur la réparation, on n'est pas bon sur tout un tas de systèmes. Et ça veut dire que notre marge de progression est immense. Et donc, l'objectif, c'est effectivement par tous ces dispositifs, petit à petit, de les étendre. Donc, on verra à partir du bilan qui sera fait avec l'ADEME, avec tous nos partenaires, le bilan de cette première prime donc consacrée à hauteur de 50 000 € pour les appareils que je vous ai indiqués. Mais je pense effectivement qu'il faudra ne pas se priver et en tout cas saisir l'opportunité si on sent qu'il y a de la demande, s'il y a effectivement, et si on sent que les ménages sont prêts à franchir le pas, d'élargir le système vers ce que vous avez dit, c'est-à-dire vers le vêtement. On a aussi effectivement dans nos déchetteries de très nombreux encombrants, des meubles qui pourraient très bien être réutilisés et dont on a tendance un peu trop souvent à se séparer facilement parce que les prix baissent chez les marchands, chez les commerçants et parfois le coût de la réparation peut paraître un peu élevé. Donc c'est vrai que si nous, les collectivités, on est là pour essayer de compenser et de réduire ce coût de réparation, eh bien peut-être qu'effectivement on va inciter les ménages à changer leur comportement. Il y a aussi tout un travail d'éducation qui est à mener au travers, bien sûr, de ces chèques que nous donnons et de ces prix. Très bien, merci beaucoup Vincent Tarinoves. De toute façon, on va très rapidement, je pense, vous redonner la parole parce qu'il va y avoir des questions qui vous concernent. On va passer donc maintenant aux questions des participants. Carole Bernard, est-ce que vous... Enfin, je sais qu'il y a des questions, Oui, donc je vous laisse les poser. Si vous voulez, on peut alterner, on peut en poser une sur deux, comme vous voulez. Oui, ok, on peut regrouper. Après, on va regrouper par thématique pour reprendre un peu le déroulé de la matinée. Très bien, je vous laisse faire. Une première question qui concerne donc l'indice de réparabilité, avec notamment sur les critères de la grille de notation. Donc, une personne demande si dans la note, on intègre bien le fait que les fabricants s'engagent à assurer que les pièces restent disponibles sur un certain nombre d'années. Et en fonction de l'année, est-ce que la note est nuancée? Voilà, c'est la première question. Alors effectivement, et d'ailleurs la note sera d'autant meilleure que la durée de disponibilité sera plus longue, et ceci pour chaque élément.
Ok, après il y avait une deuxième question, c'était pour rappeler sur les 3 E, donc sur les 3 équipements électroniques électriques qui sont concernés dès janvier 2021 par la mise en place de l'indice. Vous les avez rappelés dans le chat, mais que pour tout le monde puisse les réavoir en mémoire. Alors, je les ai rajoutés dans le chat. Alors, je voudrais surtout pas l'oublier. Donc, il y a le smartphone, l'ordinateur portable, hein, on a bien dit portable, l'ordinateur portable, le téléviseur, le lave-linge à chargement frontal et les tondeuses à gazon électriques. Ok, donc toujours sur la grille de notation. Est-ce qu'un consommateur bricoleur qui souhaiterait réparer lui-même son appareil pourrait avoir accès au type d'information? Voilà, est-ce qu'il pourra avoir accès aux détails de la note? Est-ce qu'il pourra mettre un peu son nez dedans? Enfin voilà, est-ce qu'il pourra se débrouiller? Et une question aussi qui est liée, est-ce que des structures, par exemple de l'ESS, qui relèvent de l'économie sociale et solidaire, ou des Fab Labs, pourront avoir accès à ces informations? Alors, malheureusement, au niveau des informations, on est très limité pour l'instant. On n'aura que le document que je vous ai montré, qui est un document récapitulatif, mais qui ne donne pas les détails. Et ce n'est pas que nous ne nous soyons pas battus pour en savoir plus, mais bon, les metteurs sur le marché, les fabricants ne voulaient absolument pas que ce soit diffusé. Ce qui ne veut pas dire qu'on s'est arrêté là. On continue à travailler parce qu'il serait très important que l'on sache dans le détail quels ont été les engagements du metteur sur le marché, et d'autre part qu'on puisse le savoir suffisamment de temps, parce qu'actuellement l'obligation porte sur le 2 ans après la dernière mise sur le marché. 2 ans après la mise sur le marché, ça correspond simplement à la garantie. Ça veut dire que avoir accès, ne serait-ce qu'à la note de réparabilité et aux documents qui l'accompagnent, eh bien, 5 ans après, ce sera sans doute ce sera difficile de l'obtenir. Donc là, il y a une éventuelle création d'une base de données qui est inscrite d'ailleurs dans la loi anti-gaspillage économie circulaire, mais sans obligation véritable. Enfin, il y a des réflexions là-dessus, mais le système pêche de ce côté-là, c'est clair. D'accord, donc par exemple, pour une petite PME, TPE qui souhaiterait travailler sur cet indice, sur un indice ou un label réparabilité et avoir accès à tout ce travail de grille, de critérisation, pour l'instant, c'est pas, ça sera pas partageable comme ça, quoi. Non, pour l'instant, nous n'aurons pas le détail Pas accessible facilement. des grilles calculantes. Et je peux vous dire que je le regrette beaucoup parce qu'on avait travaillé déjà au niveau de la loi anti-gaspillage pour obtenir le détail. Juste, ça a été le détail, la notion de détail a été interprétée de façon grossière, puisque le document qui accompagne, effectivement, il donne des indications sur les critères au niveau global, mais on ne connaît pas le contenu, et c'est ce qui serait important à connaître, parce que voir une note, par exemple, par rapport à la documentation, mais ne pas savoir quels sont les éléments qui sont mis à disposition, ben, ça veut dire qu'on ne sait pas grand-chose. Après, il y a d'autres questions qui sont liées sur plutôt les aspects donc de communication sur cet indice. C'est vrai que dans la présentation, vous avez indiqué que les fabricants ne souhaitaient pas forcément être mal notés, entre guillemets, donc il y aura peu de mauvaises notes. Donc, quid en fait de la légitimité de cet indice? Et deuxième question, lié, si effectivement l'indice est calculé par les fabricants, enfin, est-ce qu'il est contrôlé et est-ce qu'il y a une objectivité ou une neutralité en tout cas, enfin, dans l'appréciation de ce critère? Alors, il sera calculé. Enfin, normalement, il devrait être fait en tenant compte de la grille calculante qui a été imposée par l'ADEME. Le contrôle, en théorie, c'est la DGCCRF, mais elle a autre chose à faire. Il n'y aura pas de contrôle. Il y aura des contrôles s'il y a des plaintes un jour. Alors, des plaintes pourront venir éventuellement d'associations ou même de chez nous d'ailleurs, parce que je peux vous dire qu'on va quand même avoir l'œil sur les notes qui vont être diffusées. Et quand ça nous paraîtra douteux, je pense qu'on essaiera d'intervenir pour essayer de rétablir la vérité. Après, il y aurait normalement des sanctions, mais pour qu'il y ait des sanctions, il faudrait que la DGCCRF puisse véritablement juger d'éventuelles erreurs volontaires ou involontaires.
Ça va être beaucoup plus dur parce que la DGCCRF, ben, c'est pas vraiment son travail d'aller fouiller là-dedans, quoi. En plus ça fait appel à des notions qui sont véritablement professionnelles. Donc, on a quand même quelques doutes à ce niveau-là, mais on verra bien, hein. Dans tous les cas, il y aura peut-être une révision, il va y avoir un suivi, et puis vous pouvez compter sur nous pour lever le doigt, et même bruyamment s'il le faut. Ok, il y a une question toujours sur cet indice. Est-ce que l'indice est applicable aux produits achetés dans le cadre de marchés publics? Il est applicable à tous les produits de toute manière, non? Oui, Non, enfin, oui, parce que c'est un indice qui sera affiché dans les magasins obligatoirement. D'ailleurs, c'est le distributeur qui a la responsabilité de l'affichage, hein. Après, le fabricant va fournir le logo et le document, enfin le pictogramme et le document, mais enfin, la responsabilité, c'est sur le distributeur. Et c'est vrai également pour la vente sur Internet, hein. Même normalement, si on va chez Amazon, on doit pouvoir trouver la note et le document. On verra. ok, ensuite, je pense, Fabrice, je pense que j'ai en revue les questions sur l'indice. Après, on va passer au paquet plutôt sur le fonds réparation, peut-être. Oui. En attendant que Fabrice voit si j'ai bien répondu, enfin, me poser toutes les questions. Je regarde ça. Donc, sur le fonds réparation, donc il y a des questions sur les objets qui pourront faire l'objet d'une aide dans le cadre de ce fonds réparation. Vous avez dit dans votre présentation que c'était lié au décret des REP. Donc, est-ce que c'est seulement les objets qui sont rattachés à des REP? Par exemple, est-ce que l'automobile en fait partie ou pas, ou d'autres objets hors REP? Ah, c'est une bonne question, mais j'avoue que je ne m'intéresse qu'à ce qui me concerne. J'en suis vraiment désolé. Écoutez, le fonds réparation, en tout cas, dans un premier, enfin, moi, celui sur lequel je travaille, il ne concerne que les produits, les 3E, hein. Après, est-ce qu'il y a d'autres sujets à côté? Je ne m'avancerai pas sur ce sujet-là. Ok, de toute manière, on pourra interroger l'ADEME qui travaille effectivement très fortement sur la mise en œuvre de ce fonds, et éventuellement on pourra les faire suivre sur la plateforme Cyclope et enfin répondre, si on arrive à avoir les informations au niveau de l'ADEME à cette question-là. Après, d'autres questions sur le fonds réparation qui sont liées donc aux réparateurs, au type de réparateurs. Donc, on sait qu'il y a différentes catégories de réparateurs. Donc, il y a les artisans réparateurs qui sont notamment affiliés à Fédélec ou affiliés aux chambres des métiers d'artisanat. Il y a aussi des réparateurs qu'on a enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, des réparateurs plus industriels qui liés à des grandes chaînes commerciales. Et également, il y a tout le secteur de l'économie sociale et solidaire, notamment peut-être les Répar Café, les Fab Labs. Donc, est-ce que l'ensemble de ces réparateurs vont pouvoir faire bénéficier à leurs clients du fonds, ou est-ce que c'est fléché sur certains réparateurs? Alors, il est clair que c'est pour ça que j'avais bien souligné la chose, ce sont les artisans, pardon, c'est professionnels labellisés, réparateurs professionnels labellisés. L'autoréparation, normalement, en est exclue. L'ESS non plus. L'ESS bénéficie d'un fonds particulier, parce qu'il y a quand même deux fonds qui ont été créés dans la loi anti-gaspillage économie circulaire. Il y a le fonds réparation et il y a aussi un fonds réemploi réutilisation. Donc celui-là concerne davantage l'ESS. Donc il faudra être labellisé automatiquement, et être labellisé, ça voudra dire que ça concerne des professionnels qui pourront montrer un certain nombre de qualités. Ok, merci pour votre réponse. Fabrice, je vous laisse aussi regarder si j'oublie des choses. Je passe à la troisième partie qui concernait l'opération réparateur sur l'Albigeois. Oui, je regardais là, mais on vient d'avoir la réponse. C'est un Fab Lab qui demandait s'il pourra faire bénéficier à ses clients du fonds de la réparation. Mais donc vous avez répondu, Joël, à cette question. Oui, oui. Enfin, alors là aussi, hein, pour l'instant, on en est au tout début des négociations. Mais enfin, moi, ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, c'est que l'autoréparation ne serait pas concernée. Et ça paraît évident, d'ailleurs. Donc après, sur la partie de questions donc, plus
qui est lié à l'opération, donc sur l'albigeois. Il y a notamment des questions sur la communication, sur les arguments mis en avant pour convaincre les artisans du territoire de participer à l'opération. Également des questions sur la campagne de communication pour savoir quand elle a été mise en place et est-ce qu'il y a déjà des premières mesures de résultats qui ont été réalisées pour voir effectivement si le taux de personnes qui tapent à la porte de réparateurs est en augmentation. Voilà, pour l'instant. Oui, alors du coup, pour effectivement la première question, la question que vous abordiez, pardon, sur comment on a les arguments pour la campagne. En fait, disons qu'on a été moi, honnêtement, on a passé 3 coups de fil et on a eu 3 réponses positives quand même. Les gens étaient emballés parce que ils étaient vachement preneurs de mettre en avant ce qu'ils font, de mettre en avant l'acte de réparer, de mettre en avant le fait que il vaut mieux réparer que jeter. Et du coup, en plus, la façon dont ça s'est fait assez naturellement. Puisqu'après c'est les collègues qui sont allés filmer et ça s'est fait très très naturellement. Ils ont été emballés à chaque fois, donc voilà. Il y a vraiment cette notion de valeur qui est assez centrale quand même et qui est assez importante dans l'engagement des entreprises pour devenir réparateur et participer là au programme. C'est ce qui permet aussi de se dire que on a pour occuper le terrain vraiment de quoi faire en termes d'animation, en termes de réunion, de mobilisation. Et après sur le volet quantification, c'est un peu plus compliqué parce qu'effectivement on l'a fait cette semaine. Ça a commencé lundi, donc on n'a pas encore vraiment trop de retours sur le sujet, quoi. Ok, ça sera en tout cas intéressant d'avoir un retour sur cette opération pour voir au niveau de l'impact de cette campagne de communication. Et après, moi j'avais une question aussi sur la couverture territoriale des différents types de réparateurs sur Albi. Est-ce que tous les objets sont couverts? Est-ce qu'il y a des réparateurs qu'on est obligé d'aller chercher en dehors du territoire, voilà, qui ne sont pas présents? Est-ce que la liste est bien à jour? Globalement sur Albi, sur Albi, on a quand même l'intégralité des métiers qui sont là. Après, c'est vrai que on voit qu'il y a quelques métiers en tension. Je crois que sur le volet instrument de musique, il y en a 1 ou 2, par exemple. Donc effectivement, c'est pas. Il y en a qui sont un peu plus en tension, dirons-nous. Mais après, globalement, on a quand même tout. Albi, c'est quand même une ville importante, donc tous les métiers sont représentés, ouais. Et l'intérêt, ça a été de montrer que justement, il y avait différentes solutions, que ne serait-ce que sur l'électroménager, il n'y avait pas juste un acteur, mais il y avait vraiment plusieurs réparateurs bien disposés bien dispatchés sur le territoire et qui avaient toujours une solution à proximité, quoi. Ok, peut-être une dernière question, c'est plutôt sur l'annuaire réparateur au niveau de la classification. Donc c'est classé par type d'objet. Il y a une personne qui fait remarquer que sur les jouets, c'est pas forcément très lisible. Et ensuite, est-ce que vous pouvez rappeler la procédure que l'artisan réparateur souhaite rentrer dans la démarche, comment il fait, à qui il s'adresse, est-ce que c'est gratuit, est-ce que c'est payant, comment ça fonctionne? Alors, pour s'inscrire, pour devenir réparateur, effectivement, il y a un formulaire de contact sur le site internet www.réparacteur-occitanie.fr. Il peut aussi s'adresser directement à sa chambre de métier et on saura le réorienter vers les conseillers environnement. Après, c'est entièrement gratuit. Donc, c'est effectivement tout bénéf pour l'entreprise qui souhaite faire partie du réseau et s'enregistrer, se référencer comme réparateur. C'est là que la démarche est vraiment intéressante pour l'entreprise. Et du coup pour le territoire et en fait c'est intéressant pour tout le monde en fait. Que des avantages. Mais voilà. Et après par rapport aux
aux jouets, c'est effectivement une très, très bonne question parce que c'est en plus d'actualité et plus que jamais. Bon, je pense qu'on peut utiliser des mots-clés dans le site réparateur, il me semble. Ouais, tu as raison. Mais après, Le moteur de recherche, on peut utiliser les mots-clés. Donc, si on tape jouer, peut-être ça fait sortir des entreprises. Tout à fait. Et d'un point de vue avec un peu plus de recul, c'est vrai que c'est une question intéressante. C'est-à-dire est-ce que des réparateurs de jouets, j'imagine qu'un réparateur de jouets qui ne ferait que ça, il y a des endroits où ça serait intéressant pour lui. Ou des périodes, en tout cas. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Ouais, je pense pas, mais voilà. En tout cas, effectivement, par mots-clés, ça va être intéressant. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir par le site, par le biais du formulaire de contact. On pourra vous mettre en relation avec tous les conseillers parce que c'est aussi un réseau qui se veut de proximité et de territoire. Donc, on a des collègues dans toute la région qui sont en train de déployer ces actions-là depuis maintenant un petit moment. Ok, merci pour vos précisions. Peut-être passer à la dernière partie, le temps que Fabrice ait le temps de voir si j'ai bien toutes repris les questions posées. J'ai une question qui s'est intercalée. Donc, c'est à propos de l'éco-conception de cabanes pour les enfants. Donc, c'est une structure qui s'appelle Okidokid et qui demande si on peut avoir accès à un indice de réparabilité moins, on va dire, contraignant peut-être que ce qui est en préparation au niveau national. Et j'avais envie de lui répondre qu'il existe des associations qui font ce travail aussi de transparence, d'information des consommateurs. Je pense notamment à une qui s'appelle Etikis, qui se trouve en région. Il y en a d'autres dans d'autres régions, notamment en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc il existe des structures qui ont des démarches, on va dire, entre guillemets, alternatives à ce qui peut être mis en place au niveau de l'État et de l'indice de réparabilité en préparation actuellement. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais j'avais envie de donner cette réponse-là. Après, voilà, je n'ai pas vu d'autres questions par rapport à Réparacteur ou au sujet précédent. Donc, on peut peut-être passer effectivement à la dernière séquence avec le témoignage de Toulouse Métropole sur la prime réparation mise en place récemment, avec une question sur les budgets, notamment, pour savoir sur quelle enveloppe est fléché les 50 000 euros sur 2020. Est-ce que c'est une enveloppe environnement, développement économique, action sociale, un budget transversal, économie circulaire? Et quelle compétence de la collectivité est considérée pour cette aide? Je pense que vous l'avez un peu présenté puisque vous êtes 3 VP à suivre le sujet. Donc, voilà, on est 3 VP, c'est à la fois la partie sur le développement économique, donc dans le cadre du développement économique, comment on fait effectivement pour essayer de recentrer les emplois sur notre territoire en utilisant et en s'appuyant justement sur l'économie circulaire, en évitant la fuite de la valeur ajoutée et des matières. Donc ça, c'est tout à fait dans le cadre de l'économie circulaire. On le traite aussi sous l'aspect environnemental dans le cadre du plan climat-énergie territorial que nous avons à Toulouse Métropole, puisque on sait forcément que si on développe l'économie circulaire, ça a des avantages et des retentissements sur l'environnement avec la préservation des ressources et des matières premières. Et puis après, bien sûr, on a créé une vice-présidence économie circulaire poste que j'occupe. Et sur la question donc voilà, on prend ces compétences-là pour justement assurer cette prime qui favorise l'économie circulaire, les réparateurs, donc c'est-à-dire le soutien bien sûr du tissu des professionnels locaux. Donc ça on le prend également par ce biais-là en termes de compétences. Pour ce qui est de l'imputation du budget, alors très franchement, un élu ne sait pas tout. Moi, je suis un élu, donc je ne suis pas des services, donc je ne peux pas vous dire sur quel chapitre et sur quel budget exactement cela est pris en considération. Je pense, selon toute vraisemblance, mais à vérifier, à confirmer, que cela doit l'être sur le budget économie, voilà, développement économique.
Ensuite, j'ai vu passer des questions sur les modalités qu'il fallait accomplir. Donc, le mieux, c'est d'aller sur le site internet de la métropole. Dans votre moteur de recherche, je ne fais pas de pub, vous tapez dans votre moteur de recherche Toulouse Métropole réparation. Vous serez directement amené par un lien sur une page du site internet de la métropole. On va vous indiquer donc de remplir un formulaire. Vous l'avez compris, c'est quand même sous condition de ressources, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, je crois que le plafond, c'est aux alentours de 35 000 euros de revenus pour bénéficier de cette aide. Donc, on va vous demander un moment une feuille d'imposition, voilà, tout simplement, pour voir que vous êtes bien éligible. Et après, tout est fait et tout est indiqué sur le site internet de Toulouse Métropole. Voilà ce que je pouvais vous dire. Même si je n'ai pas été... Ça, je reconnais, mais je préfère ne pas dire de bêtises de façon tout à fait affirmative. J'ai un doute là-dessus. Merci pour votre réponse. Il y avait effectivement la question une question sur laquelle on revient sur le fonds réparation. Est-ce que sur ce fonds réparation, est-ce que quelqu'un sait s'il sera soumis ou non à un critère de revenus, comme ce que l'a proposé Toulouse Métropole? Et la deuxième question, c'est lié donc aux réparateurs professionnels qui seraient labellisés dans le cadre de ce fonds en réparation. Est-ce qu'ils seront intégrés dans la liste des professionnels figurant sur le site Réparacteur? Et est-ce qu'il y a une distinction entre les autres artisans qui ne sont pas labellisés? Donc toujours cet enjeu en fait de définir ce qu'on entend par réparateur labellisé. Donc là, effectivement, M. Couret, vous en avez parlé, les discussions sont engagées, mais âpres, on va dire ça comme ça. Donc je vous laisse répondre si vous avez l'information sur ces deux questions, sur les critères revenus, plus sur la liste des réparateurs labellisés, pas labellisés, etc. Non, a priori, je n'ai pas entendu parler du tout d'un lien avec les revenus. Je ne pense pas que ce soit à l'ordre du jour. Après, enfin, en tout cas, jusqu'à maintenant, ça n'a pas été évoqué. Après, il n'y a pas de lien direct entre réparateurs et la labellisation future des réparateurs qui pourront faire bénéficier du fonds réparation. Ceci dit, on peut imaginer quand même, et d'ailleurs on travaille en ce sens-là, à informer au maximum les réparateurs, et on va faire en sorte au niveau, que ce soit FEDELEC et surtout CMA France, de créer un lien plus étroit. Mais là aussi, il est trop tôt. Enfin, j'ai un peu de mal à vous en parler parce qu'il est trop tôt. Ok, merci pour ces informations complémentaires. Fabrice, est-ce qu'on aurait oublié des questions j'en ai une, oui, j'en ai une qui fait le lien avec ce qui vient d'être dit. Et d'ailleurs, je confirme les propos de Joël par rapport à la labellisation. C'est vrai qu'on a une réflexion au niveau national. Réparacteur est une action nationale, hein. Dans toutes les régions françaises, les chambres de métiers sont impliquées dans cette action. Et on a une réflexion aujourd'hui fondamentale, essentielle sur le devenir de cette opération. Jusqu'à maintenant, réparacteur, vous l'avez compris, hein, l'idée c'est surtout de rendre visibles les réparateurs indépendants, artisans qui, ces dernières années, on va dire, avaient été un peu oubliés. C'est un peu exagéré ce que je dis, mais c'est bien ça, c'est-à-dire qu'on est sur des catégories d'objets où, lorsqu'ils tombent en panne, on pense d'abord à le remplacer plutôt qu'à de le réparer, parce que peut-être on a oublié qu'il existe des réparateurs qui sont capables de réparer ces objets. Et donc l'enjeu premier de réparateurs, c'était de valoriser ces métiers. Aujourd'hui, la réflexion qu'on a, c'est est-ce qu'on transforme ça en vrai label, c'est-à-dire est-ce qu'on met des critères, notamment des critères de qualification, des critères de qualité de la réparation. Donc ce sont des réflexions que l'on a, mais pour l'instant, ces réflexions n'ont pas encore abouti et ça va dépendre effectivement beaucoup de ce que l'État et puis les éco-organismes vont définir comme critères de labellisation pour ces fonds de la réparation. Après, on voit que le fonds de la réparation ne concerne non plus pas tous les objets où des artisans peuvent intervenir, donc il y a aussi cette question-là. Il y avait une autre question qui a été posée, c'était sur une base de capitalisation des informations de même nature que celle contenue dans l'indice de réparabilité, mais qui concernerait plutôt les objets anciens. C'est vrai que c'est une idée qui paraît très très intéressante. Aujourd'hui, on n'a pas mené ce type de réflexion.
mais effectivement, on pourrait très bien lancer un chantier sur ce type d'informations, effectivement, qui pourrait être collecté directement par les réparateurs indépendants et qui pourrait constituer, enfin, enrichir une base de données nationale, là, pour le coup, sur la réparation. Ça semble une très bonne idée. Si je peux ajouter quelque chose, Fabrice, il est évident que le fonds réparation va permettre de collecter pas mal d'informations. Il va y avoir beaucoup de data qui vont être collectées au passage, puisque les éco-organismes vont pouvoir consulter toutes les factures et vont rembourser sur une facture qui aura été établie. Donc je pense qu'il va quand même y avoir beaucoup d'informations qui vont être recueillies. D'accord. Bon, mais ça complète effectivement la réponse. Je vois aussi que dans les participants, il y a certains représentants des éco-organismes. Est-ce que ces participants souhaitent apporter des compléments d'information ou des précisions? Vous pouvez prendre la parole, hein. Il suffit d'activer votre micro et votre caméra, enfin, si vous le souhaitez, hein, bien sûr, ce n'est pas une obligation. Bon, peut-être qu'ils ne sont plus là. Je pense, Fabrice, on a fait le tour des questions. Alors, il y a une question de Laurence qui demande comment faire les démarches pour demander la prime réparation. Alors, tout est sur le portail de Toulouse Métropole, je pense, dont le lien a été mis en ligne. Et vous avez tout le détail des critères de revenus. Enfin, je laisse Vincent Terrenoves répondre peut-être plus précisément que moi. Vous avez très bien répondu, c'est tout à fait exact ce que vous avez dit. Donc, le mieux, c'est d'aller sur le site internet de la métropole et de télécharger le formulaire et on vous amène sur une autre page où effectivement, vous avez tous les éléments à fournir, carte nationale d'identité, la fiche d'imposition comme je vous l'ai indiqué, voilà. Et puis, donc, on va instruire votre dossier et donc vous remboursez votre facture à hauteur de 30% du prix, plafonné à un maximum de 1 000 € par foyer et par an. Voilà, donc les choses sont toutes très, très bien indiquées et très détaillées. Voilà, je ne sais pas d'ailleurs s'il y a un numéro de téléphone si jamais il y a des questions, je ne pense pas, parce que les choses sont relativement claires sur le site internet de la métropole. Voilà, après vous avez toujours la possibilité de faire un mail, je pense, si vous voulez des infos supplémentaires, mais vraiment c'est assez clair, voilà, sur le site démarche en ligne de la métropole. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour des questions. Je rebalaye rapidement. Et puis en attendant, Carole, je vous propose de conclure l'atelier par une information de la région Occitanie, du coup. Voilà, je vous laisse nous donner cette information en primeur. Donc c'est vrai qu'au niveau donc, de la région Occitanie, donc il y a un Green New Deal régional qui a été adopté donc, par les élus du conseil régional, c'était jeudi dernier 19 novembre. Donc sous ce barbarisme, d'autres barbarismes, en fait c'est un plan de transformation et de développement hein, qui vise à mettre en cohérence toutes les stratégies adoptées par la région, notamment la stratégie à région à énergie positive, la stratégie sur la biodiversité, sur l'eau, sur l'économie sociale et solidaire. Et ce Green New Deal, en fait, il intègre également des propositions qui émanent de la Convention citoyenne qui a été réunie en septembre, où c'est 100 citoyens tirés au sort qui ont participé à cette réflexion et proposé des pistes d'action. Pistes d'action qui sont donc venues enrichir ce Green New Deal qui est décomposé en 10 plans et notamment il y a un plan spécifique sur le sujet de l'économie sociale et solidaire. Et dans ce plan d'action, il y a une action qui concerne donc la réparation avec le souhait des élus de la région d'expérimenter donc la mise en place d'un éco-chèque réparation au niveau de l'Occitanie. Pour l'instant, les modalités sont en cours de définition. Déjà, c'était d'acter en tout cas le principe d'expérimenter un éco-chèque réparation sur le territoire de l'Occitanie, donc en lien bien sûr avec le fonds réparation qui va être mis en place sur des premiers produits dès 2022.
Voilà, donc on reviendra vers vous pour préciser les modalités d'accès à cet éco-chèque sur la réparation qui vient en complémentarité déjà des éco-chèques proposés aux ménages, notamment sur la rénovation des logements, rénovation énergétique des logements, et également sur la mobilité, notamment avec l'acquisition de vélos électriques ou de voitures hybrides et électriques. Très bien. Très bien, merci beaucoup pour cette information. Donc, il est déjà 10h34, donc on avait prévu un atelier d'1h30, on a légèrement dépassé, mais ça prouve que voilà, vous étiez intéressés, vous aviez beaucoup de contributions à nous apporter. Merci, je remercie l'ensemble des intervenants. Merci infiniment pour ces présentations. Merci aux participants et puis à votre côté très participatif et actif dans cet atelier. Je vous rappelle donc cet après-midi la plénière de ce forum de l'économie circulaire qui viendra clôturer cette semaine passionnante qui aura lieu donc à 14h. Je pense que vous avez déjà, pour ceux qui étaient déjà inscrits, reçu le mail pour le lien en streaming. Et donc voilà, je vous renouvelle mes remerciements. Vincent Terrainoves, Mathieu Champrigot, Anne-Claire Notte du Grand Albigeois, Joël Courret de Fédélec, Carole Bernard. Voilà, je n'oublie personne, j'espère. À bientôt et merci infiniment pour votre participation. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci à vous, bonne journée.